à quelqu'un de plus haut ou alors de mieux placé. Donc on comprend qu'en fait, ce ne sont que des exécutants. Et il faut faire sortir de l'ombre ou alors de sa cachette le vrai Manitou de tout ce qui est en train de se passer. Donc, à force de déplacer le sujet, le problème, sur le volet politique, on a fini par comprendre que tous ceux qui sont venus faire mettre la Côte d'Ivoire dans cette crise-là obéissaient en fait à l'ancienne métropole, donc à l'ancien maître, mais malheureusement qui demeure toujours le maître. Ils obéissaient juste. Voilà. C'est pour ça que quand on fait les différents accords, on déshabille le président Laurent Gbagbo, on le vide de toute sa substance et on fait place à un super premier ministre inamovible. Le but était qu'à la longue, il finisse par lui-même s'émietter et puis on puisse l'avoir à l'usure. Mais il avait compris ça. Il a été très malin. Il a été très intelligent. Politiquement, c'est très difficile de le battre. Donc, il a déplacé le problème de la Côte d'Ivoire sur le terrain qu'il maîtrise le mieux. Ça nous a permis clairement de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Jusqu'à ce qu'on arrive à la date fatidique des élections de 2010, où finalement, ceux qui étaient réellement tapis dans l'ombre et qui instrumentalisaient toute cette horde de rebelles et tout ce que vous voyez, ces hommes politiques véreux, que ce soit les gens du RDR, du PDCI, toute cette clique du G7 là, finissent eux-mêmes par sortir au grand jour. C'est comme ça qu'on a vu que le vrai problème de la Côte d'Ivoire n'était pas au premier chef des rebelles, mais c'était bien évidemment ces Occidentaux-là qui étaient tapis dans l'ombre. La France a été obligée de sortir la tête de l'eau, accompagnée des États-Unis, de l'Union européenne, de tout ce conglomérat-là, appuyé bien évidemment par les institutions de Bretton Woods qui ont mis une pression mais de malade au président parce que l'enjoignant à aller aux élections dans des conditions qui n'étaient pas réunies, parce que s'il n'y allait pas selon eux, les vivres lui allaient lui être coupés, mais surtout il y avait un chantage qui ne disait pas son nom. Retenez que les rebelles étaient toujours dans la partie septentrionale et nous n'avons pas l'effectivité du territoire. Donc nous ne pourrons pas garantir la sécurité des Ivoiriens qui s'y trouvaient. Tout ça a fait office de chantage pour dire, si vous n'acceptez pas finalement de vous joindre à nous en allant aux élections dans ces conditions, vous allez mettre en péril la vie de ces Ivoiriens-là. Donc, quand on parle de pression, les illettrés feraient mieux de s'abstenir de faire des analyses. Quand vous n'avez pas la gestion de quelque chose et que vous voulez apporter une analyse ou un regard critique, il faut vraiment le faire avec beaucoup d'intelligence. On ne parle pas pour parler. On ne l'ouvre pas parce qu'il y a un son qui peut sortir de notre gorge. L'esprit, ou alors la mémoire, ou alors le cerveau, fait un calcul très intelligent avant de ordonner à la bouche de dire réellement ce qu'on pense. Donc, il ne faut pas fuir cet exercice-là. Il ne faut pas parler plus vite que le cerveau, parce que ça vous rend ridicule. Le président Laurent Gbagbo, il a pris le temps de réfléchir, de penser aux Ivoiriens. Et c'est ça qui l'importe le plus. De penser aux Ivoiriens, de savoir exactement qu'est-ce qui est le mieux dans une situation pareille, où il est tenu de toutes parts. Je vous pose la question. Pendant toute cette situation-là, qui supportait réellement le président Laurent Gbagbo? Les gars, il y a des gars, ne les laissez pas commenter. Hein. Les chiens pourris, là. Ne les laissez pas commenter. Qui soutenait réellement le président Laurent Gbagbo? Il était seul. Face à lui, il y avait qui? Il y avait une bande armée, des rebelles. Il y avait des politiciens ivoiriens, des partis politiques qui ont décidé de s'allier justement à la rébellion. Il y avait la CEDEAO, il y avait l'Union africaine, il y avait les organisations non gouvernementales. Il y avait toute cette clique-là, il y avait l'oligarchie occidentale, il y avait tous ceux-là qui s'étaient ligués contre la seule personne, le président Laurent Gbagbo. Mais posez-vous la question, pourquoi? Parce que, dans le fond, quel mal causait réellement le président Laurent Gbagbo? Il était abonné président aux négociations.
il ne travaillait pas à enfermer ses opposants. Il ne muselait personne. La liberté d'expression, les gens disaient tout ce qu'ils voulaient. Il y avait des journaux même de l'opposition qui le traitaient d'Hitler et tout ça. Mais est-ce qu'un jour, ils ont été inquiétés? Je dis, il a fait ce qu'il fallait pour qu'on ne puisse pas dire de lui que c'était un dictateur. Bien au contraire. Quand il y avait des enquêtes à faire, il ouvrait grand le pays pour que des enquêteurs internationaux viennent enquêter sur des situations ambiguës. On a vu ici la disparition des Kiffer et tout ça. Le président Laurent Gbagbo n'a pas fait obstacle à ce qu'il y ait bien évidemment des enquêtes. Alors que Jean Hélène s'était fait assassiner, mais vous avez vu que celui qu'on avait jugé être coupable de ce délit-là, mais il a été arrêté. Je veux dire que il a tout fait pour montrer patte blanche, mais surtout, il a montré sa velléité à emmener la Côte d'Ivoire sur les rails. En tout cas, créer des conditions pour que nous allons à la paix et surtout pour que la crise soit derrière nous. Mais quelqu'un qui agit de la sorte, pourquoi il y a quand même tout ce groupe-là, Occident, communauté internationale, ONU, tout ce que vous voulez, l'Union africaine, tout cela contre quelqu'un qui veut aller à la paix? C'est simple. On ne cherche pas quelqu'un qui veut aller à la paix. On ne cherche pas quelqu'un qui veut arranger les Ivoiriens. On veut que la Côte d'Ivoire demeure toujours le précaré de l'ancienne métropole. On veut que la Côte d'Ivoire continue de servir l'intérêt de l'ancien maître. On veut que la Côte d'Ivoire n'appartienne pas aux Ivoiriens. Point final. Que tu sois de bonne foi, que tu veuilles faire des choses bien pour la Côte d'Ivoire, on n'en a rien à cirer, on n'en a rien à foutre. Vous voyez? Parce que tu ne rentres pas dans le projet. Tu ne permets pas à ceux-là de pouvoir mettre en place, à pouvoir dérouler leur projet. Donc, tu peux faire preuve de bonne foi dans tout ce que tu poses comme action ou comme acte. Ils n'en ont qu'une. La seule chose qu'ils veulent de toi, c'est que tu dégages pour qu'ils puissent ramener la Côte d'Ivoire à son point d'ancrage, c'est-à-dire servir les intérêts. Mais quand tu sers les intérêts du maître, tu ne peux rien avoir, puisque tout appartient au maître finalement. Tu n'es maître de rien. Tu ne possèdes absolument rien parce que tout est fait de telle sorte que c'est ton maître qui bénéficie et qui jouit de tout. À toi, on va juste laisser des strapontins, des miettes pour que tu puisses te débrouiller. On te maintient en fait dans une pauvreté qui ne dit pas son nom, de telle sorte que si on te donne des miettes, tu vas estimer que c'est quelque chose qui est important. Tant que tu n'es pas habitué à être dans l'abondance. Donc, les intérêts du maître appauvrissent grandement ceux-là même qui sont, comment dirais-je, contraints justement de subir. Ces attaques contre le président Laurent Gbagbo, l'objectif visé, c'est de ramener la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils ont fait. À coup de résolutions à l'ONU, à coup de mensonges, à coup de bombes. Les médiateurs qui étaient censés jouer la carte de la transparence et de l'impartialité ont confondu les intérêts des rebelles avec ceux de l'ancienne métropole à telle enseigne qu'ils ont donné raison à ceux-là même qui devaient être condamnés. C'est ça en fait. Quand ils ont vu que, en menant des pourparlers, donc en restant sur le terrain politique, ils n'allaient jamais pouvoir venir à bout du président Laurent Gbagbo, ils ont été obligés d'utiliser les moyens que eux-mêmes ne pensaient peut-être pas utiliser. Parce que ça les mettrait à nu, vraisemblablement. Parce que un président qui est élu, et bien plus qui est installé par le Conseil constitutionnel, devient de facto le président légitime. C'est ce qui s'est passé pour le cas du président Laurent Gbagbo. C'est pour ça qu'après son élection, quelle que soit la situation qui s'est présentée, il a voulu faire corps avec la loi. Parce que c'est ça, en définitive, qui l'a sauvé. On l'a rendu responsable de tous les mois de la crise post-électorale. Pourquoi? Mais parce que c'était lui le président, c'est tout. Donc, avant même de le rendre responsable des mois de la crise post-électorale, c'est parce qu'on reconnaissait que c'est lui qui avait été élu président. Sinon, on aurait cherché les responsables ailleurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Et remarquez une chose, son élection n'a pas été remise en cause pendant tout le procès de l'AE.
Quoique à l'entame du procès, le président, dans son allocution, a dit la chose suivante. C'est celui qui n'a pas gagné qui a causé les troubles. Ou autrement dit, c'est moi qui ai gagné, c'est pour ça que je suis ici. Donc il faut chercher le coupable ailleurs. Parce que celui qui n'a pas gagné, c'est bien lui qui est à l'origine de tout ce qui s'est passé. Mais remarquez que Bensouda a apporté une réponse à cela pour dire que nous ne sommes pas ici pour rechercher le gagnant d'une élection. Parce qu'elle sait qui a gagné les élections. Sinon, à la vérité, elle aurait simplement dit, vous n'avez jamais gagné une élection. Et c'est parce que vous n'avez pas gagné une élection que nous pensons que c'est vous qui êtes responsable de tout ce dégât-là qu'il y a eu après ces élections. Donc, comprenez bien les choses. Le fait que le président Laurent Gbagbo ait été élu, plus installé par le Conseil constitutionnel, fait de lui le président légitime de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils n'ont pas remis en cause son titre de président élu à l'A Haye. C'est ça la vérité. Alors, s'ils n'ont pas remis en cause son titre de président élu à l'A Haye, qui est l'usurpateur? S'il y a un procès en bonne et due forme, qui répond de tous ces désagréments, pourquoi les gens finalement refusent de ne pas se présenter eux-mêmes pour que finalement on recherche la vérité dans leur camp? Vous avez tout compris. Mais ce n'est pas là véritablement l'objet de mon direct. Je disais la chose suivante. Finalement, l'oligarchie occidentale a été obligée de sortir de l'ombre, a été obligée de sortir le nez, et on a vu comment ils se sont illustrés. L'ONU a été bien évidemment instrumentalisée, a joué son rôle en donnant mandat et quitus à la France de pouvoir ouvertement bombarder le palais présidentiel d'un président élu. Mais pourquoi tout ça? Le seul projet, je vous l'ai dit, c'est de ramener la Côte d'Ivoire dans son point d'ancrage, qui consiste à faire quoi? À servir les intérêts de l'ancien maître. C'est tout. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens et il ne faut pas que la Côte d'Ivoire appartienne aux Ivoiriens. Parce qu'ils se sont rendus compte finalement que quand les Ivoiriens commencent à se réveiller, ils deviennent dangereux pour leurs intérêts. Donc il ne faut pas que les Ivoiriens puissent s'affranchir sur tous les plans, politiquement, socialement, et même leur donner cette part de richesse qui leur revient de droit, puisque en définitive, toutes ces richesses-là appartiennent bien à la Côte d'Ivoire. Mais aucun Ivoirien ne profite ou ne bénéficie de cette richesse-là. Donc il faut maintenir l'Ivoirien dans cet état-là. Ils n'émettent de rien, ils ne décident de rien pour continuer à garder la Côte d'Ivoire dans ce plan de prédation-là. Vous voyez, c'est pour ça que l'armada a été sortie pour dégager le président Laurent Gbagbo. Mais quand il est dégagé, qui prend la tête? C'est Alassane Ouattara. Pourquoi? Parce que c'est le valet fidèle qui va ramener la Côte d'Ivoire à son point de départ. C'est-à-dire qui va finir de donner gratuitement la Côte d'Ivoire à ceux-là même qui ont voulu qu'ils soient là pour garantir leurs intérêts. C'est l'enjeu qui est là. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, c'est vrai, la vie politique constitue à animer le champ politique. Mais le vrai problème de la Côte d'Ivoire, là, c'est ça. Si on vous a dit autre chose, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Quand Ouattara prend le pouvoir, commencez à regarder les premiers pas qu'il pose. Normalement, un pays qui a connu une crise avec son lot de morts, où on sait réellement qu'il y avait des camps ou des clans qui se regardaient en chaîne de faïence, le premier champ d'action, c'est de travailler à la réconciliation, à penser les blessures, à recoudre les tissus déchirés, à jouer de telle sorte que la paix revienne véritablement dans le pays. Mais est-ce qu'ils l'ont fait? Non. Pourquoi? Mais clairement, vous savez, remarquez que tout ce qui a concouru à créer des conditions de paix ou alors de réconciliation n'a jamais prospéré. Vous voyez, c'est un autre champ que je ne vais pas ouvrir parce que ça va m'éloigner de mon thème principal. Donc, quand Ouattara est là, il va agir comment? De trois manières. De trois manières. Il va exacerber
la division. C'est-à-dire, il va s'arranger de telle sorte que la division entre les Ivoiriens soit très, très, très profonde. Parce qu'un peuple uni, là, c'est un peuple qui est fort. Hein. Vous voyez, quand Houphouët-Boigny dirigeait la Côte d'Ivoire, il y avait toujours les gens du Nord. Il y avait toujours les gens du Sud. Mais vous avez vu que la Côte d'Ivoire est demeurée quand même un pays très solide. La Côte d'Ivoire n'avait pas ce problème de division ethnique, religieux ou quoi que ce soit. Donc le fait que dans un pays, les habitants de ce pays-là ne sont pas divisés, ça renforce non seulement la cohésion sociale, mais c'est un pays qui est difficile à mener. C'est pas ce que vous comprenez. Donc quand Ouattara vient, il va creuser le fossé. Qu'est-ce qu'il va faire? Si toi et moi, nous sommes dans une maison, ok? Et j'estime que tu n'es pas plus que moi. Mais finalement, je vois que c'est toi, vers toi, que toute l'attention est portée. Et ce, de façon injuste. C'est-à-dire, c'est toi qui reçois les meilleurs cadeaux. C'est à toi en fait beaucoup de bien. Alors que moi, je n'ai rien fait. Normalement, je devrais aussi mériter cette attention dont tu jouis. Mais je me rends compte que on le fait de façon injuste. Qu'est-ce que ça va créer? Alors que toi et moi, on s'entendait bien. Mais comme je vois qu'il y a une injustice flagrante qui est faite, et cette injustice-là te profite à toi, ça va me fâcher. Ok? Et si je suis fâché contre toi, il n'y a plus d'entente. Donc désormais, on devient quoi? Adversaire. Alors que si on s'entendait, beaucoup de choses auraient pu être faites du fait que toi et moi, nous nous entendions. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme on a créé des conditions pour t'avantager de façon injuste, moi, je vais condamner ça. Et comme je condamne ça, toi aussi, ça ne te plaira pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Mais il va se passer qu'on va devenir des ennemis. Quand Ouattara vient pour fracturer, pour déchirer davantage, pour creuser le fossé entre les Ivoiriens, déjà en 2012, il va parler de ce qu'on appelle le rattrapage ethnique. Vous pensez que c'est fait exprès? Ou dans un pays, on élève une classe au détriment de l'autre. Mais c'est fait pour fracturer, c'est fait pour désarçonner, c'est fait pour désarticuler, pour démembrer, en fait, pour déchirer le tissu social. C'est fait exprès. On élève une classe au détriment de l'autre. C'est fait exprès. Vous voyez ce que ça crée. C'est eux qui ont la grâce, je dirais ainsi, d'être les plus intelligents. C'est à eux qu'est échu tous les postes les plus importants. Tous les secteurs d'activité sont dominés par eux. Dans les nominations et tout ça. Qu'est-ce que ça a le mérite de faire? Et ça a le mérite de fragiliser le tissu social. Ça a le mérite de faire que désormais, on se regarde d'une façon beaucoup plus méchante. Déjà que vous nous avez envoyé la guerre, normalement, on devrait revoir les choses pour qu'on puisse se réconcilier, créer vraiment un climat d'entente. Mais non, qu'est-ce qu'on fait? On continue de nous frustrer, de nous rabaisser, et vous, on vous élève, le rattrapage ethnique. Donc, c'est un élément important pour Ouattara pour consacrer la division entre les Ivoiriens. Mais quand c'est uniquement les gens qui ont le patronyme qui est du Nord, il faut le dire, qui sont mis en avant, sachez aussi que en majorité, ils ont une religion. Donc, c'est une façon de faire d'une pierre deux coups. Sur le plan de la région, on vous avantage. Et puis, sur le plan de la religion, mais ça a un impact. Vous comprenez? Et ça va fragiliser véritablement notre tissu et on va s'entre-déchirer. C'était juste un moyen d'acter la division entre les Ivoiriens. C'est fait exprès. D'aucuns diraient non, parce que à la vérité, est-ce qu'il y a vraiment eu des gens du Nord qui ont été lésés dans cette Côte d'Ivoire où nous vivons là? Pour ceux qui veulent être honnêtes, depuis les années 60, après les indépendances, allez-y à l'information. Regardez les différents, comment on appelle ça, les différents postes de nomination à la tête des ministères, des sociétés, ceux-là même qui ont représenté le pays à l'extérieur et tout ça. Allez-y voir si ces gens du Nord là, on les a mis de côté.
Non, disons les choses clairement. Je vais vous dire pourquoi il a été facile d'instrumentaliser ces gens du Nord là. Vous savez pourquoi? C'est des analphabètes. C'est pas une injure, hein. C'est un constat. Le taux d'analphabètes là-bas est le plus élevé dans toute la Côte d'Ivoire. Donc, il est facile d'instrumentaliser les analphabètes. Vous avez vu, quand le mari de Henriette Dabaté, comment il s'appelle? L'ancien Diabaté, non? Au stade d'Odiéné. Est-ce que vous avez entendu son discours? Est-ce que vous êtes sûr que si c'était des gens, en tout cas la majorité de ces personnes-là, étaient instruites, est-ce qu'ils allaient avaler ce que Diabaté a dit? La Côte d'Ivoire qui vous a tout donné, qui a fait de vous des personnes aisées, des gens riches, vous avez délaissé vos propres régions pour faire des investissements massifs dans le Sud. Et vous vous plaignez du fait que le Nord a été délaissé au profit du Sud. Ce n'est pas vrai. C'est de la manipulation. Tout simplement. Donc, le premier cas, le premier acte politique que pose Ouattara, c'est de consacrer la fracture entre les Ivoiriens. Le rattrapage ethnique. Très important. Deuxième, la terreur. La terreur, pourquoi? Comme mode de gouvernance. La terreur parce que ils avaient remarqué que la Côte d'Ivoire, en tout cas les Ivoiriens, était un pays très consciencieux des enjeux. La preuve en est, il y a longtemps, ils auraient pris le pays. Mais ce qui a fait obstacle, c'est que les Ivoiriens se sont levés comme un seul homme. Parce qu'ils ont pu braver leur peur. Ils ont pu être courageux. Ils ont pu eux-mêmes s'affirmer. C'est pour ça qu'on a pu faire obstacle à ce projet funeste-là de ramener la Côte d'Ivoire dans l'escarcelle de l'ancienne métropole. Mais comme on a un peuple aguerri, un peuple fort, courageux, ce projet-là a été déjoué à chaque fois. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne pouvaient pas laisser passer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme c'est un peuple qui est brave, le contraire de la bravoure, c'est quoi? C'est la peur. Quand tu es brave, tu n'as pas peur. Mais si tu n'es pas brave, c'est parce que en face de toi, tu estimes que ce qui est en face de toi est plus fort que ta bravoure. Donc, ça te met dans une condition de peur. Donc, après avoir acté la fracture du tissu social, qu'est-ce que Ouattara a fait? Il va s'aimer la peur. C'est pour ça qu'il y a eu des arrestations. Ils ont déjà gagné. Ils ont pris le pouvoir. Qu'est-ce qu'il y avait à poursuivre les Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il y avait à les arrêter, à les jeter en prison, à les torturer, à laisser les autres mourir à l'étranger? Il n'y avait aucune miséricorde. Il n'y avait pas de pardon. Il n'y avait pas de merci. C'était pour arrêter, tuer. Comment est-ce qu'ils ont traité les Ivoiriens? Donc, qu'est-ce que ça a eu le mérite de faire? Ça a eu le mérite de faire quoi? De nous timorer, de nous mettre dans un carcan, de comprendre qu'en face de nous, il y a la répression, il y a la sauvagerie, il y a la brutalité. Le seul but était de casser notre bravoure. Parce que suite à notre bravoure, on a pu faire obstacle. On a pu déjouer leur projet. Il faut tuer, il faut casser ça dans l'œuf. Donc ça passe par les arrestations, les brimades, le musellement, empêcher les gens de s'exprimer. Quand tu t'exprimes, c'est la loi qui t'arrête. On vous jette en prison, on vous frappe. Et quand ceux de leur camp agissent ainsi, qu'est-ce qu'on fait? Mais ils ne sont pas inquiétés. Surtout quand ils ont ce nom-là en consonance nordique, on ne les inquiète pas. Ils se rendent coupables de tout et n'importe quoi. Mais comme ils sont voilà, proches de ceux qui dirigent, on ne les arrête pas. C'est fait exprès. C'est pour toujours continuer de semer, de garder cette Côte d'Ivoire-là divisée. C'est le but. C'est fait exprès. Maintenant, quand on a fini de vous servir la peur comme mot de gouvernance, quand on a fini de vous détruire, normalement, vous vous attendez à ce qu'il y ait un secours, n'est-ce pas? Merci la vous vous attendez à ce qu'il y ait un secours. Le secours, c'est lequel? Puisque vous avez fini d'être apeuré, puisque le parti politique ou alors les hommes politiques qui allaient au moins parler pour vos droits sont chassés, sont pourchassés en exil. L'un des chefs, en tout cas, qui se dressait contre tout ce système-là, est arrêté, il est transféré. Il n'y a personne sur la scène politique. Ceux qui restent, s'ils ne sont pas jetés en prison, pour d'autres, ce sont leurs biens qui leur sont arrachés. Ou alors, leurs comptes sont gelés. On maintient encore. Donc, je vais dire, on était livrés à nous-mêmes. Donc, quand c'est comme ça, tu te dis, mais une dérive
de la sorte ne peut pas être impuni. Ceux qui hier criaient au loup quand le président Laurent Gbagbo éternuait, qui disait de lui que c'était un dictateur, qui disait qu'il y avait des arrestations, qui disait qu'il y avait des arrestations injustes, qui disait que la justice, qui racontait tout n'importe quoi, on s'attendait à ce qu'au moins il puisse interpeller Ouattara pour dire non, tu abuses, tu arrêtes des innocentes personnes, tu les jettes en prison, tu arrêtes les opposants, tu les tues, tu fais ceci, tu arrêtes les Ivoiriens, tu les massacres. On a même allé, ils sont même jusqu'à aller arrêter une maman qui vend Placali pour dire que non, elle voulait faire un coup d'État. C'est fait exprès. Il faut terroriser le bas peuple. Il faut s'aimer la peur, la désolation dans le cœur des Ivoiriens. Il faut être sans pitié. Il faut traquer tout le monde. Tout ça, c'est pour casser notre bravoure ou bien pour amenuiser notre envie de révolte. Parce qu'ils ont connu le peuple ivoirien comme ça. Donc, tous les points qui ont permis aux Ivoiriens de pouvoir lutter fortement contre ce système-là, tous ces points-là ont été brisés. Premier acte, continuer de s'aimer la division entre les Ivoiriens par des politiques bizarres comme celle du rattrapage ethnique. Deuxième point, s'aimer la peur, la terreur, cassant les partis politiques, brimant les Ivoiriens, muselant tout le monde et tout, mais surtout instrumentaliser la justice qui devait être du côté, je veux dire, de ceux-là qui sont défavorisés judiciairement parlant, vous voyez. Donc, quand on fait tout ça, ça répond à un seul objectif, c'est de se garantir que la Côte d'Ivoire ne va plus jamais retourner là où elle était. C'est-à-dire le fait de ne pas se soumettre. Il ne faudrait plus. C'est pour ça que Ouattara peut faire tout ce qu'il veut. Mais est-ce que vous voyez les Blancs parler? Les ambassades, là, font des rapports, souvent mensuellement, souvent annuellement, sur l'état de fonctionnement des pays dans lesquels ils sont implantés. Donc, sur normalement l'état de droit, je veux dire les droits humains, des choses comme ça. Mais allez-y voir, aucune ambassade, dans leur rapport, ne tense même le pouvoir Ouattara. Il peut enfermer 1000 personnes en une journée, puis il n'y a rien. Il peut arrêter. Des gens peuvent être arrêtés, être torturés, tués en prison. Il n'y a rien. On a des goulags qui existent en Côte d'Ivoire. On voit l'état de nos prisonniers. Les prisonniers d'opinion sont versés dans les prisons en Côte d'Ivoire. Il n'y a rien. On a, comment on appelle ça, des Gestapo. Il y a une Gestapo en Côte d'Ivoire qui existe. On a Sebroco qui est un lieu de torture, de toutes sortes. On a des escadrons de la mort qu'on appelle abusivement les encagoulés. Non, ce sont ces escadrons de la mort qui s'érigent de la façon la plus moyenâgeuse possible, en dépit de nos lois, qui rentrent chez des honnêtes citoyens, qui les enlèvent. Et il y a un procureur de la justice qui justifie cette façon de faire, sans que personne n'ait crie gare. Vous comprenez que c'est parce que l'ancienne métropole est d'accord, est satisfait avec le fait que celui qu'ils ont mis là travaille véritablement à maintenir la Côte d'Ivoire toujours sous leur contrôle. Et au passage, ce dernier-là peut se sucrer comme il veut, peut détourner l'argent comme il veut, et aucune institution financière ou aucune institution de Bretton Woods ne peut lever le petit doigt pour l'épingler. Malgré les vols en biens, malgré toutes ces dérives-là, personne ne parle. C'est simplement parce qu'il est dans le plan. Il est le choix du plan. Il fait partie du projet. Donc si, en 4 mandats, il a eu à gérer la Côte d'Ivoire d'une main de fer, imaginez ce qui va advenir de nous si son petit frère là prend le pouvoir. Ne vous y trompez pas. Bégué Mambé n'est pas le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Ne vous y trompez pas. Il ne le sera jamais du moment où il y a un premier vice-premier ministre, qui plus est le choix de Ouattara pour continuer à maintenir la Côte d'Ivoire sous cette emprise-là. Le danger, c'est lequel? Le président Laurent Gbagbo a dit, le 4e mandat, là, ça sera une horreur. Les Ivoiriens vont vivre ça. Ça sera une horreur. Avant de faire le gouvernement, Alassane Ouattara s'est rendu en France. Vous comprenez? Pour aller faire valider les choix. Pour aller faire valider la nouvelle posture à adopter. Pour continuer de maintenir, de garder la Côte d'Ivoire. Les nominations qui doivent se faire. Le choix des personnes. Qui on doit museler. Qui nous devons garder. Qui nous pouvons contrôler.
qui est la personne la mieux choisie pour continuer l'œuvre de prédation de la Côte d'Ivoire? Le quatrième mandat est une horreur. Celui que vous voyez, vice-premier ministre, vous êtes sûr que Ouattara sait qui est Ziggy? Vous êtes sûr que Ouattara sait qui est Emmerich? Vous êtes sûr que Ouattara s'occupe de tout ça? Celui qui est derrière toutes ces arrestations violentes, méchantes, désastreuses, c'est celui que vous voyez. Vous avez vu, il n'a même pas eu de pudeur quand il s'est adressé lors de leur soi-disant campagne pour les élections présidentielles dans un de leurs fiefs où il parlait de l'opposition en disant « Laissez-les, nous allons les gérer ». Il parle des opposants, des Ivoiriens, comme des bœufs, comme des animaux. C'est pour ça que Ouattara a dit les chiens aboient, la caravane passe. Et il peut donner ordre à ses militants de se défendre ou, pour mieux l'entendre, à ses militants d'attaquer les chiens. Et les chiens n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Parce qu'ils ont la garantie que celui que vous voyez là, Birahim Atene, va gérer la situation. Il dit, laissez-les moi, je vais les gérer. C'est lui l'homme fort de la Côte d'Ivoire. Tout lui est soumis. On lui a donné la clé de la Côte d'Ivoire entre les mains. Ouattara se sent à la porte de sortie. Il le sait très bien. Mais, pour garantir cela, il a assuré sa succession par son petit frère. Voilà qu'on fait de la Côte d'Ivoire un royaume. Je vous prie de tapoter. Ce n'est pas normal que ce soit 13 000 tapotages. Ce n'est pas une télé. Hein. Tapoter, hier, mon compte a sauté et j'ai eu une restriction. Donc, tapoter un peu et puis on va continuer. Arrivons-moi à 15 000. C'est ça qui se joue. Alassane Ouattara n'est pas en France. Il revient. On crée un poste qui n'existe pas dans notre constitution. Le mettre Premier ministre comme ça, sera trop flagrant. Alors on crée un poste de vice-premier ministre qui est le véritable Premier ministre. Mais c'est qui un Premier ministre? Le Premier ministre, c'est lui le président, le chef du gouvernement. C'est lui qui coordonne l'action gouvernementale. Il ne fait que rendre compte au président. Mais il a les yeux partout, il a l'œil sur tout, il contrôle tout. Ok? De facto, Ouattara nous montre celui-là qui va continuer de tirer la Côte d'Ivoire avec une main de fer. Parce que lui, c'est le patron des encagoulés. Rappelez-vous, la femme comment on appelle ça, du lieutenant Ourigou, Bawa Maximin, qui a été arrêté. Qu'est-ce qu'elle a dit? Clairement, elle leur a posé la question à ces encagoulés-là. Qui vous envoie? Pourquoi vous agissez de la sorte? Ils vont lui dire, c'est Birahim Atene qui nous envoie. Donc un chef des escadrons de la mort sera président de la Côte d'Ivoire, sera celui-là qui va gérer la Côte d'Ivoire. Et vous pensez que vous allez vous en sortir. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo a dit, le quatrième mandat sera une horreur. Il n'existera plus de loi. Pensez-vous que le procureur de la République se lève pour parler comme ça, juste par la base, sur la base d'un clic dans un commentaire, vous faites arrêter? Imaginez ce que va devenir la Côte d'Ivoire. Parce qu'en définitive, il ne faut pas du tout que le plan de prédation leur échappe. Ils seront prêts à tout, à broyer. Ouattara massacre les Ivoiriens. On ne peut pas enfermer des gens, plus de 1000 personnes en une journée, sans que le monde ne crie gare. Quand même, nous sommes en 2025. Il y a des choses qu'on ne peut pas quand même laisser passer. Mais personne ne s'en émeut. La CEDEAO ne s'effarouche pas. L'Union africaine encore moins. La communauté dite internationale qui était propre à réagir au temps du président Laurent Gbagbo ne dit rien. Ouattara gère la Côte d'Ivoire avec toute sa famille, avec des beaux-frères, des super cousins hyper éloignés, avec des nièces, avec des cousines, avec des tontons, avec ses soeurs, avec ses grandes soeurs. Et personne ne crie gare. Imaginez-vous, ça aurait été Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dû entendre? Qu'est-ce que les gens n'allaient pas dire? Ouattara fait de la Côte d'Ivoire ce qu'il veut. Il piétine tout. Il ne se conforme à rien. Il est lui-même la loi. C'est lui qui décide. Il terrasse même ses compagnons. Et donc imaginez, s'il n'a pas de miséricorde pour ses compagnons, est-ce pour les Ivoiriens qu'il aura pitié? Jamais. Ouattara s'en fout.
il veut nous appauvrir davantage. C'est pour ça qu'en Côte d'Ivoire, tous les grands marchés publics ne sont pas dévolus aux sociétés ivoiriennes ou gérées par des Ivoiriens. La preuve en est, 70% des PME ivoiriennes mettent la clé sous le paillasson après ne serait-ce que 3 mois d'exercice. Parce que ces sociétés-là, qui appartiennent aux Ivoiriens, ces gens-là sont, comment on appelle ça, affamés. C'est-à-dire qu'on nous prive de tout, expressément. On nous appauvrit. Dans les appels d'offres, vous ne verrez pas une société ivoirienne dedans. C'est toujours les entreprises étrangères. Rien n'appartient aux Ivoiriens. On est fiers de montrer la Côte d'Ivoire avec un parc immobilier reluisant, avec ci ou ça, avec des malls un peu partout. Mais posez-vous la question, que gagnent les Ivoiriens? Qu'est-ce qui nous appartient réellement dedans? Absolument rien. Donc on ne peut pas se réjouir de la souffrance qu'on nous impose. Quand on met sur la tête de la Côte d'Ivoire 40 000 milliards de dettes, mais diantre, qui va payer tout cela? Tapoter, ils sont en train de me signaler, hein, je vous en prie. Tapoter. Ou bien envoyer des cadeaux si vous voulez. Qui va garantir tout cela? Qui rembourse tout ça au quotidien? Je vous pose la question. Regardez l'année fiscale de cette année. Qu'est-ce que nous allons dire? À chaque année, les choses vont toujours continuer d'augmenter. On a la vie, comment on appelle ça, la vie la plus chère d'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Mais bizarrement, on a le pouvoir d'achat le plus faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous nous approvisionnons de jour en jour. Qui roule carrosse en Côte d'Ivoire? Qui se permet d'offrir des bolides de 200 millions à des animatrices? Qui se donne le luxe? Quand on voit des analphabètes être députés, on leur pose des questions à la télé nationale en plus. Ils ne peuvent même pas s'exprimer. Et c'est ceux-là qui dominent sur les Ivoiriens, les fils de ce pays-là, qui continuent de trimer. Et on continue de les maintenir, de nous maintenir dedans en préparant un successeur que nous savons être sanguinaire, celui qu'on appelle la fiole, qui n'a eu de pitié pour personne. Et les Ivoiriens restent là, timorés. Les Ivoiriens restent là dans leur peur. Non, c'est ça le non au quatrième mandat. On refuse de se soumettre. Il faut quelqu'un pour se tenir droit. Il faut quelqu'un pour dire nous ne sommes pas d'accord. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on se concentre trop sur cette classe politique ivoirienne qui est affamée. Est-ce qu'on peut regarder ce qui se passe en Côte d'Ivoire et puis décider d'aller légitimer le quatrième mandat? C'est pas possible. Quel que soit ce que ça va nous coûter, il faut tenir ferme. L'ANC, pendant 82 ans de lutte, n'a pas jeté l'éponge. Bien au contraire, la base revendicatrice de l'ANC était la lutte pour les droits humains. Ils se sont tenus, ils ont battu le pavé à coups de larmes, sang, sueur, mais ils ont tenu ferme jusqu'à l'effritement de ce pouvoir ségrégationniste. Qu'est-ce qui fait que les Ivoiriens ne peuvent plus se... Mais c'est notre pays en définitive. Quand vous regardez ceux qui nous dirigent là, il y a quel Ivoirien dedans? Ils s'en foutent. Ils n'ont pas ce sang-là qui coule dans leurs veines. Imaginez, l'un d'entre vous est choisi président au Lesotho. Il a quelle attache là-bas? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'enrichir parce que rien n'est à lui là-bas. Comprenez que on n'est pas dans la politique pour dire non, c'est Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo là, il a déjà été président. Il a déjà été président. Son nom est déjà parti. Il a déjà tout eu. Son combat là, il a atteint son objectif. C'était d'être président et ouvrir les yeux des Ivoiriens. Laurent Gbagbo veut et il a dit que chacun ait une dignité. Pourquoi on dise qu'un homme passe, il faut qu'on dise que celui-là c'est un homme. C'est une façon de dire, on ne peut pas souffrir de la sorte. On ne peut pas regarder notre pays se faire dépiécer, démembrer, démanteler sous nos yeux. Et comme ça, de façon ouverte, on nous envoie un successeur, pire qu'Alassane Ouattara. Et tout ça, c'est le quatrième mandat. Qu'est-ce que vous croyez que c'est que le quatrième mandat? Le quatrième mandat, c'est la négation d'exister. C'est-à-dire que c'est nous empêcher d'exister. C'est de nous maintenir comme des prisonniers dans une prison. La Côte d'Ivoire, c'est une prison à ciel ouvert. Tu ne peux même pas parler. Moi, j'appelle des gens au pays, ça chuchote. Les gens ont peur. Pourquoi? C'est pas possible. Donc, imaginez, si ces gens-là, ce monsieur que vous voyez là, vient au pouvoir, est-ce que même un téléphone pourra être décroché? Est-ce que quelqu'un même pourra, ne serait-ce que penser même à ce qui se passe en Côte d'Ivoire? On est fait pour vivre. On n'est pas fait pour être, je ne sais pas, pour être esclavagisé. C'est notre pays, enfin. Ceux-là, c'est qui? Ils sont nés en Côte d'Ivoire? Non. Qui les connaît? On ne les connaît pas. Ils sortent d'où? Ils sortent d'où?
Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la Côte d'Ivoire? Nos parents ont souffert, battu le pavé. Ils ont